Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode du Sub Show dédié à la 22e saison de Big Brother All-Star. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'acheter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récentes, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Ce que je n'ai pas fait dernièrement. Et si vous avez écouté mes vidéos sur la mise à jour de la chaîne, vous allez peut-être comprendre un petit peu pourquoi, mais je vais essayer quand même de m'y attarder fort probablement au mois de novembre, mais je vais essayer avant si je suis capable. Écoutez, je vais commencer cette vidéo en disant, j'ai pas fait beaucoup de vidéos pour cette saison-ci de Big Brother, parce que c'est plate en sacrifice, ça n'a pas de bon sens, à quel point la saison est dull, est ennuyante, c'est... Je m'imaginais que ça allait pas être une bonne saison. Sincèrement, quand la saison a commencé, quand j'ai vu le casting, je me suis dit... j'ai pas l'impression que ça va être une bonne saison. Mais sincèrement, jamais j'aurais cru que la saison serait aussi exécrable, aussi mauvaise que ça. Honnêtement, là, c'est... Et je suis pas capable d'expliquer pourquoi exactement, parce que, ultimement, il y a quand même des joueurs intéressants qui faisaient partie du casting, qui faisaient partie des joueurs présents. Euh, et habituellement, dans le All-Star, il y a toujours des joueurs qui, je pourrais dire, agrandissent ce qu'on pourrait appeler leur legacy, donc leur légende. Il y a des joueurs dans des All-Stars qui réussissent à être plus que ce qu'ils étaient à l'origine. Et il y a des joueurs qui sont moins ou qui deviennent vraiment des joueurs qu'on vient qu'à détester. Dans les joueurs qu'on peut penser à plus, on peut regarder juste ce qui est arrivé avec Survivor. Tony a vraiment grimpé énormément sur son legacy, sur la légende qu'il laisse à Survivor à cause de sa présence, parce qu'il l'a fait. Il y a eu un épisode qui était complètement dédié à Tony, parce qu'il avait été trop fort durant cet épisode-là. On peut penser à Dr. Will. Dr. Will à Big Brother, quand il est arrivé au All-Star. Quel homme, quel homme, quel joueur. Il a complètement dominé tous les autres joueurs. Ils les ont endormis complètement. Janelle, même chose, arrivé au All-Star, encore performé à fond. Dan, quand il est revenu, malgré qu'il a perdu, quel jeu extraordinaire Dan a réussi à jouer lors de sa deuxième présence. Les funérailles de Dan restent un des moments les plus marquants de l'histoire de Big Brother. Il y a des joueurs qui malheureusement perdent de cette crédibilité-là. Et on peut penser, quand on regarde Survivor, il y avait eu James lors de Heroes vs Villain, où ce que James était aimé du public et il a vraiment été détesté lors de sa présence dans Heroes vs Villain. On peut penser à Sandra dans Winners at War, qui est partie comme une lâche de l'île d'extinction. Ça arrive. Il y avait eu Allison lors du Big Brother, du premier Big Brother All-Star. Donc Allison qui avait été éliminée dès le début. Nakomis, c'est la même chose. Diane, c'était la même chose. C'était des joueurs qui se font comme... on peut penser à Sue dans Survivor All-Star. Bref, il y a différents joueurs, différents spectres. Il y a des joueurs qui étaient ultra aimés qui deviennent détestés. Des joueurs qui étaient aimés, ils deviennent encore plus aimés. Mais le problème de la saison 22, c'est que on regarde un peu la saison 29 et il n'y a aucun joueur qui a grandi ou qui a amélioré son statut. Je veux dire, Janelle a été... Janelle Kessler sont extrêmement aimés, ils sont encore aimés, mais je veux dire, ils sont pas devenus meilleurs dans la saison. Ils sont restés... Je pourrais dire que c'est ceux qui sont quasiment le mieux sortis. On pourrait regarder David, mais David avait pas non plus de legacy, il n'y avait pas de légende autour de lui. Je veux dire, le niveau où il était avant d'arriver au All-Star était terriblement bas. Est-ce qu'il a amélioré cette situation? Oui, mais je veux dire, il avait été le premier éliminé dans sa saison. C'est pas une... C'est pas exceptionnel. On pourrait regarder peut-être Devon, mais elle a fait tellement des mauvais choix stratégiques. Ça fait en sorte que on a l'impression que tous les joueurs sont
pire que ce qu'ils étaient. Et inévitablement, il y a un joueur là-dedans qui va gagner. Puis ça va être une victoire insatisfaisante pour pas mal tout le public. Je vous dirais que je pense qu'on va regarder la victoire puis faire comme ah, ça va-tu être Enzo, Nicole, ça va-tu être Cody, Christmas? Ça commence à jouer pas mal entre eux autres, hein, parce que c'est comme ça. Je veux dire, il y a Memphis. C'est malheureusement, évidemment, il y a Tyler, mais présentement, Tyler n'a pas été éliminé, mais j'ai l'impression qu'il va être prochainement éliminé. Au moment d'enregistrer cette vidéo-là. Et non pas au moment que je vais la mettre que je vais la mettre sur ma chaîne YouTube, parce que ça va être quelques jours après que je vais la mettre en ligne. Donc, à ce stade-ci, Tyler n'a pas été éliminé, mais ma prédiction, c'est que Tyler doit se faire éliminer très très prochainement. Donc, dépendamment de quand je vais mettre la vidéo, ben, soit qu'il va déjà avoir été éliminé ou pas, peu importe. Donc, mais là, la question, c'est de dire pourquoi? Pourquoi on a eu une saison aussi atroce? Moi, je pense que il y a plusieurs raisons. Il y en a certaines qui sont un peu plus logiques, mais certaines qu'il faut... En tout cas, une en particulier, je crois qu'il faut creuser davantage. Évidemment, l'histoire du COVID a bloqué énormément de joueurs. Et ça, malheureusement, c'est peut-être pas la faute de la production en tant que telle. On peut pas le jeter le blâme sur eux par rapport à ça. Je pense que il y a des joueurs qui auraient peut-être pu changer la donne, qui auraient dû être là. Et si tous les joueurs que la production voulait obtenir avaient été là, sincèrement, je pense qu'on aurait eu un bon show. J'essaie d'imaginer, d'avoir cette image-là en tête. La première draft de joueurs que la production a tenté d'aller chercher, on pense à Janelle, on pense à Daniel Reese, on pense à Dan, Derek, Paul, on pense même quand ces joueurs-là se sont avérés pas être disponibles, la production a quand même essayé d'aller chercher Casey, Josh, c'est quand même pas si pire, c'est pas extraordinaire, mais c'est un peu mieux que certains joueurs qui sont là présentement. Il y avait eu Aiden. Aiden aurait peut-être pu être là. Ça aurait pu être intéressant, en tout cas, du niveau compétitif de la chose. Britney. Il y avait des joueurs de qualité que la production a vraiment tenté d'aller chercher. Rachel, entre autres aussi, si elle n'avait pas été enceinte. Bref, je pense que la production était bien intentionnée. L'erreur que la production a faite, c'est que quand ils se sont rendus compte que malheureusement, ils ne pouvaient pas avoir ces joueurs-là, ils auraient dû abandonner l'idée. Si tu n'es pas capable d'avoir la majorité des joueurs de premier plan pour un All-Star, abandonne l'idée. Puis je pense que c'est ce qui avait très bien marché avec le premier Big Brother All-Star, c'est le fait qu'ils avaient réussi à rassembler pas mal tous les grands joueurs. Je veux dire, en tant que tel, il manquait pas grand-chose. Il y avait deux spots qui sont, que je pourrais dire, qui étaient plus faibles, avec Erika et Mike Boogie. Malheureusement, ça a été les deux derniers, mais si on exclut Erika et Mike Boogie, tous les autres joueurs méritaient leur place dans leur star. C'était les meilleurs joueurs de leur saison. Qu'on le veuille ou non, il manquait peut-être June. Bon, Lisa Donahue. Mais est-ce que c'était vraiment la meilleure joueuse de sa saison? Je suis pas si sûr que ça. On s'entend qu'il était contre Daniel Reese. En mon sens, Daniel méritait de gagner. Mais bon, le monde aimait plus Lisa. C'est tel que tel. On peut penser à Maggie. Saison 6, peut-être. Mais elle voulait plus le faire, elle voulait pas retourner, même si je la détestais, là. Je la détestais profondément, mais est-ce qu'elle avait sa place dans un All-Star? Probablement. On aurait pu peut-être Eddie McGee, première saison, mais même à ça, est-ce que c'est un vrai grand joueur? Donc, moi, je considère que le premier Big Brother avait maximiser pas mal ce qu'on pouvait avoir en termes de qualité de joueur pour un All-Star. Je pense que même
Big Brother All-Star avait réussi mieux que Survivor. Survivor avait beaucoup plus de joueurs femmes qui faisaient partie du casting, qui avaient été obligés de se rabattre sur ces joueurs-là. On pense à Amber, on pense à Jenna M, on pense à Alicia, on pense à Rob Mariano, malgré ce que Rob est devenu par la suite. Mais à cette époque-là, Rob Mariano était plus faible que beaucoup de joueurs qui avaient participé dans le passé. Donc, on pense à Chian aussi. Donc, il y avait des joueurs comme ça qui est-ce qu'ils avaient vraiment leur place dans leur premier All-Star de Survivor? Probablement pas. Mais il y avait plusieurs joueurs qui n'étaient pas retournés. On pense à Elisabeth, on pense à Colleen, entre autres. Donc, euh, donc, je pense que l'intention était de refaire Big Brother All-Star le premier, d'aller chercher les meilleurs joueurs. Mais quand t'es pas capable de le faire, fais-le pas. Essaye pas, pousse pas ton idée. Parce que là, le problème que ça l'a créé, c'est que ça l'a créé l'effet inverse. Le show est tellement mauvais que même les plus grands partisans de Big Brother se sont éloignés du show. Et ça va être dur à récupérer. Premièrement, tu peux pas refaire un Big Brother All-Star l'année prochaine. À moins que tu fasses un légende ou que tu fasses comme Survivor a fait, un genre de Winners at War, que c'est tous les gagnants ou toutes les grandes légendes et que tu es capable de ramener des très très gros joueurs par n'importe quel miracle que tu es capable de rassembler, entre autres Dan, Derek, Will, Janelle et des choses comme ça, toutes sur la même bannière, la même saison. Euh, la prochaine saison risque d'être une saison newbie. C'est comme ça. Je veux dire, c'est plate, mais c'est ça. Et c'est dur de recommencer un processus d'une saison newbie après un All-Star qui va avoir été aussi exécrable où ce que les gens vont être comme. Puis Survivor a connu un peu le même phénomène avec la saison 9 à Vanuatu. Ça a été dur pour les gens de réembarquer. Les gens avaient été déçus quand même de Survivor All-Star. Le minding, le mood n'était pas le même. Et je pense que Big Brother va avoir de la misère à se relever de cette saison-ci parce que la saison actuelle a les pires ratings, les pires codes d'écoute de l'histoire de Big Brother. Donc, c'est la première fois de l'histoire. Et je pense même que. Parce qu'il y avait eu quelques épisodes qui avaient été beaucoup plus bas lors de la saison 2, étrangement, mais c'était pour une bonne raison. Mais je pense que c'est la première fois de l'histoire que Big Brother tombe en bas du 3 millions de téléspectateurs. Et il y a eu un ou plusieurs épisodes qui ont été en bas de 3 millions de téléspectateurs. À Big Brother 2, il y avait eu des épisodes qui avaient été plus bas, mais c'est parce que ces épisodes-là étaient tombés en même temps que les attaques du 11 septembre du World Trade Center, c'était en 2001. Et donc, évidemment, les gens étaient collés ces sites de nouvelles, là, on s'entend. Les gens n'écoutaient pas Big Brother dans ces épisodes-là. Mais si ma mémoire est bonne, ça a été les ratings les plus bas à cette époque-là. Et c'est certain que ça l'a battu ça. Évidemment, il y a toujours une petite chute à chaque année, mais cette année, il y a vraiment une chute drastique. Le problème qu'il y a eu, c'est que la saison 21 a été vue vraiment comme une saison dégueulasse pour beaucoup de téléspectateurs. Beaucoup de racisme, beaucoup de bullying, d'aspects négatifs par rapport à la saison 21. Donc, il fallait que la saison 22 soit bonne. Et Survivor ont eu ce genre de même problématique-là. La saison 39 de Survivor était une saison extrêmement négative pour eux. La saison 40 se voulait être ramener un step-up, de ramener le Survivor à l'avant-plan, puis avec des meilleurs ratings. Et Survivor, je dirais, a réussi à stabiliser la situation. Winners at War n'était pas une saison parfaite, n'a pas été une saison wow, mais il y a eu de l'effort. Et c'était quand même intéressant à voir. Big Brother n'ont pas réussi. Et là, ça va être de voir à quel point ils vont se planter avec la saison. Et il y a beaucoup de gens qui me parlent, puis je vous le disais tantôt, qu'il fallait creuser un peu plus loin, parce qu'il y a toute l'histoire du COVID, évidemment, qui a empêché certains joueurs d'y aller. Il y a évidemment toutes je pourrais dire, les vérifications qui sont faites par rapport aux joueurs, parce qu'ils sont testés sur une base régulière. Et j'imagine pas comment que l'ambiance doit être à chier
à l'intérieur du jeu avec les tests qui ont passé, avec toutes les choses qui ont été faites. Je pense que ça doit être un peu plus limité. Ils sont plus limités aussi sur ce qu'ils peuvent faire, ce que l'équipe peut faire en termes de compétition, peut emmener comme idée. Ça jette une problématique peut-être haute par rapport à ça. Mais il faut qu'on gratte plus loin. OK, on va gratter un petit peu plus loin aujourd'hui parce que, qu'on le veuille ou non, Big Brother perd de la puissance à chaque année depuis Big Brother All-Star. Je veux dire, depuis le premier All-Star, Big Brother a de la misère. Il y a eu des petits soubresauts au fil du temps. Je pense que comme la saison 10 avait remonté un peu. La saison 8 avait quand même bien fait. Saison 10, je pense la saison 14 aussi avait quand même bien fait. 13-14 avait bien fait. Pourquoi on a l'impression que Big Brother est plus faible? Et la réponse est simple, c'est on est dans l'ère Grodner. OK, Grodner. Je ne sais pas si je le dis comme ils font, mais c'est dans le fond comme la productrice, c'est celle qui gère Big Brother à l'heure actuelle, c'est Alison Grodner. Et Alison Grodner, elle a commencé à elle a commencé à prendre les rênes de Big Brother à Big Brother 8. Avant Big Brother 8, jusqu'à la saison 7, c'était Arnold Shapiro qui était à la tête de Big Brother, qui contrôlait Big Brother. Et Arnold Shapiro versus Alison Grodner, vous n'êtes pas pantoute sur le même standing. Okay? Vous n'êtes pas pantoute dans la même veine de dirigeants de télévision. Donc, juste petite parenthèse avec ça. Si vous regardez Alison Grodner, elle a gagné 2 Emmy dans sa carrière. 2 Emmy qu'elle a partagé avec Arnold Shapiro. Donc, elle n'était pas la seule gagnante du Emmy. Elle était avec Arnold Shapiro. Puis, elle a été nominée 2 autres fois, je pense, tout seul. Donc, elle a été nominée 4 fois dans sa carrière. Okay? Depuis toute sa carrière télévisuelle. Si on regarde Arnold Shapiro, il a gagné un Oscar, il a gagné une quinzaine d'Emmy, et il a obtenu plus d'une centaine de récompenses télévisuelles. Et là, je ne vous parle même pas de ses nominations. Vous n'êtes pas pantoute dans la même veine de qualité de producteur ou de dirigeant d'un show de télé. Vous n'êtes pas pantoute dans la même catégorie. Et Arnold Shapiro, sous son règne à la tête de Big Brother, c'est lui qui a emmené la majorité des choses qu'on aime encore aujourd'hui, des choses qui provoquent encore des choses aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est lui qui a emmené le Head of Household, saison 2, qui a emmené le Power of Veto, saison 3. Les twists étaient beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus intelligentes, provoquaient... Arnold Shapiro donnait de la puissance aux joueurs pour que les joueurs réussissent à faire de quoi avec ça. Le Power Vito a évolué beaucoup sous son règne aussi par rapport à comment que les joueurs sélectionnaient les participants au Power Vito, les types de rewards qui étaient donnés. Arnold Shapiro jouait beaucoup avec ça pour provoquer, pour emmener les joueurs eux-mêmes à trouver des solutions ou à faire des revirements de situation. Une autre chose que Arnold Shapiro faisait, c'est que il laissait le jeu aller. Il laissait les joueurs aller avec leur stratégie, même si le résultat n'était pas à son avantage. Et je pense que le meilleur exemple a été la saison 6. On s'entend que la saison 6, tout le monde aurait rêvé de voir Janelle gagner. Tout le monde, je pense que 90-95% des gens qui écoutaient Big Brother voulaient voir Janelle gagner. Arnold Shapiro n'a pas avantagé Janelle plus qu'un autre joueur pour qu'elle réussisse à gagner. Peut-être qu'il a twisté certaines compétitions pour l'avantager un peu côté physique ou bon de la façon côté attribut. Je me dis toujours ça c'est tel que tel parce que ça reste quand même... Il faut que le joueur gagne au final, mais il n'a pas avantagé les joueurs pour avoir les finales que lui désirait. Et donc, ça l'a donné,
Puis on l'a vu aussi au All-Star. Je veux dire, vous vous retrouvez dans les 4 derniers, vous avez Dr. Will et Janelle contre Mike Boogie et Erika. En tant que producteur télé, en tant que réalisateur, peu importe les titres, parce que malheureusement, je suis moins. J'ai pas noté les titres exacts qu'ils ont eu au fil des ans. Vous voulez une finale Dr. Will contre Janelle? Je veux dire, qui n'aurait pas rêvé d'avoir une finale de Dr. Will contre Janelle dans les 2 derniers? Et Arnold Shapiro a quand même tenu son bout de laisser le jeu aller comme il devait être. Est-ce que ça a donné une finale de merde? Ouais, mais au moins il y a de la légitimité derrière. Il les a laissés aller. C'est les joueurs qui ont fait en sorte que malheureusement, ça s'est terminé comme ça. Alison Grundner est complètement d'une autre mentalité. Et là, c'est pour ça qu'après l'ère Shapiro, il y a eu 2 ères. En tout cas, moi, je considère qu'il y a 2 ères après ça. Il y a l'ère après All-Star, donc qui s'étale de la saison 8 à la saison 14. Et il y a la saison 15 à aujourd'hui, la saison 22. Et la saison 8 à la saison 14, c'est une ère de transition. C'est-à-dire qu'Alison Grundner a pris le contrôle du projet de Big Brother, mais avait encore sous ses ordres l'équipe qui était en place, ou en tout cas plusieurs membres de l'équipe de Shapiro. Donc, on a vu quand même des forces dans cette équipe-là qui a continué à travailler de façon un peu plus similaire à ce que Shapiro faisait. Un casting plus solide. On pense au casting de Big Brother 8. Quand même un très bon casting. Saison 10, très très bon casting. Je veux dire, saison 10, vous aviez quand même Dan, Memphis, qu'on a vu, Keisha, qui était super bonne à l'époque, Jerry. Vous aviez beaucoup de joueurs quand même qui ont été marquants pour l'histoire de Big Brother. Et vous avez eu des saisons, bon, il y a eu Jeff avec Jesse, vous avez eu des saisons Rachel, entre autres. Donc, vous avez eu quand même des joueurs d'importance. Mais Alison Grundner commençait à mettre beaucoup plus son pied à terre sur ce qu'elle voulait. Et ce qu'elle voulait, c'était de contrôler Big Brother, c'était de contrôler les avenues de jeu, essayer d'avantager certains joueurs. Et là, on a vu avec Big Brother 8, entre autres, ses premières frasques ont été par rapport, entre autres, Eric. Eric était un joueur exceptionnel qui n'a jamais été rappelé ou du moins contacté de ce qu'on en sait pour rejouer Big Brother. Et pourtant, c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur qui gagnait sa saison. Sincèrement, j'ai l'impression que Eric gagnait amplement, allègrement sa saison. Finalement, c'est Evil Dick qui a gagné. Mais Eric s'est fait éliminer par la twist, par ce qu'il faisait. Et c'était une twist d'Alison Grundner qui était mal réfléchie, mal pensée. Un des exemples flagrants de tout ça, c'est qu'à un moment donné, Eric avait le pouvoir de veto. Et il voulait l'utiliser. Sauf qu'il était sujet à ce que le public votait. Eric était quand même assez ouvert de ce côté-là. Il avait accepté son rôle, qu'il devait faire ce que le public lui disait. Donc, il est arrivé, et quand il a voulu utiliser son pouvoir de veto, il est allé voir la production. Du moins, ça, c'est l'histoire qui a été racontée. On va mettre un petit bémol là-dessus, mais c'est l'histoire qui a été racontée, je pense, par Jessica à l'époque qui fréquentait Eric. Et donc, quand il a voulu utiliser son pouvoir veto, il est allé voir la production en disant, ben là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous avez un vote du public? Et ce que la production aurait répondu, ce qu'Alison Grundner aurait répondu à Eric, c'est de dire, écoute, on n'a pas assez de temps pour faire voter le public, donc, utilise-les pas. Le problème de tout ça, et c'est un peu l'aspect qui a été emmené par après, c'est de dire, à cette époque-là, à cette semaine-là où il a gagné le veto, il n'avait pas le temps de faire voter le public. Mais ça veut dire qu'il n'avait pas le temps de faire voter le public dans aucune autre élimination. Alors, c'est soit que la twist avait été extrêmement mal pensée, ou bedon, et c'est la théorie qui est avancée, la twist avait été bien pensée, il y avait le mécanisme pour faire voter les gens pour le veto, mais le problème ici était que si Eric utilisait le veto,
c'était Danny Donato, qu'on a vu dans la saison 22, qui se ramassait au balotage et qui se faisait éliminer. Et donc, la production ne voulait pas ça. Elle voulait garder Danny Donato avec son père, Dick, et ils ont influencé le jeu d'Eric. Puis, ça a fait en sorte que Eric, qui n'utilise pas le veto alors qu'il voulait utiliser le veto, que le public n'avait pas voté, alors que sa seule consigne c'était de suivre ce que le public disait, a fait en sorte qu'Eric s'est fait éliminer tout de suite la semaine d'après, si ma mémoire est bonne. Mais dans le fond, Eric s'est fait avoir par la production. Ça a été une twist qui a fait en sorte de complètement scraper le jeu d'Eric parce qu'il n'a pas été capable de le gérer correctement parce que la production lui a pas rien permis. Donc, Alison Grundner a commencé à embarquer beaucoup d'éléments comme ça où ce qu'elle avait le contrôle. On pense au coup d'état qu'elle a donné à Jeff, entre autres, qui a fait en sorte de changer complètement la donne d'une élimination comme elle le souhaitait ou presque. Et elle a commencé à faire des twists un peu, comme entre autres, au lieu de faire un deuxième Big Brother All-Star qui aurait été extraordinaire. Extraordinaire. Sincèrement, là, la saison 14 de Big Brother, ça avait été une saison de All-Star. Si on prend le casting de tous les joueurs qui sont revenus dans les saisons précédentes, que la production a ramené pour n'importe quelle maudite raison innocente. Il y avait Jesse, Jeff Jordan, il y avait Rachel avec Brandon, il y avait Dick Donato avec Danny Donato, il y avait Dan, Brittany, il y avait Janelle et il y avait Mike Boogie qui avait ramené. Imaginez-vous tous ces gens-là réunis dans une même saison. Et là, vous rajoutez d'autres joueurs qui ont été marquants aussi. Vous pouvez mettre une Keisha, entre autres. Vous pouvez mettre Aiden aussi. Vous pouvez essayer d'aller rechercher Daniel Reese, peut-être même de la première section. Et là, vous avez un casting qui est très solide. Et vous avez des joueurs de premier plan. Il n'aurait probablement pas réussi à avoir Dr. Will, mais ça, c'est pas grave. Vous auriez eu des joueurs de premier plan. Et Alison Grundner n'a pas voulu ça. Elle a voulu splitter les gros joueurs et les mettre dans des saisons avec des newbies, faire des saisons mixtes de quelques très bons joueurs avec une majorité de newbies. Fait 6 bons joueurs avec 10 newbies ou 8 newbies. Vous avez eu les 4 coachs avec une batch de newbies bord en bord pour essayer de hyper juste un peu, pas trop. On dirait qu'elle essayait d'épuiser son cast de héros au fil des saisons plutôt que de le rassembler ensemble et faire ce que Shapiro a fait, avoir un vrai All-Star. Et là, au fil de ces saisons-là, jusqu'à la saison 14, elle a commencé à perdre des membres de la production clés qui travaillaient avec Shapiro, sur le casting, qui travaillaient avec Shapiro, sur les challenges, les compétitions qu'il y avait. Et graduellement, le show s'est détérioré. À partir de 14, de la saison 14, donc de la saison 15, après la saison 14, là, vous avez vraiment... Parce que ça, c'était comme un peu le segment transition. Et suivant la transition d'Alison Grundner, là, vous avez tombé dans l'ère Grundner. L'ère Grundner est un air très vide. C'est-à-dire que les joueurs sont pas mal insignifiants. Très peu de joueurs qui ressortent du lot après une saison. Souvent, on se rappelle d'un ou deux joueurs, contrairement aux saisons au début, où il y avait vraiment beaucoup de joueurs qu'on pouvait se rappeler. Les joueurs avaient pas mal tous les mêmes types de caractéristiques, les mêmes physiques, les mêmes qualités intellectuelles. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui sortaient du moule. On a eu certains joueurs que oui, on peut penser à Derek ou Paul, mais c'est des saisons où il y a eu beaucoup plus de scandales aussi par rapport à du racisme, à du sexisme, par rapport à du bullying, des cultes de personnalité. Il y en a eu aussi sous Shapiro, on se rappelle du culte d'Eric dans la saison 6. Pas le même Eric que je vous contais dans la saison 8, mais dans la saison 6. Donc, il y en a eu quand même aussi dans l'ère Shapiro, mais ça a comme augmenté beaucoup plus dans l'ère Grundner, où ce qu'elle a pris vraiment le contrôle de ce show-là et en a fait un peu ce qu'elle voulait. On a vu aussi l'apparition de plein de twists bâtards
pas réfléchi. Où ce que, dans le fond, les twists servaient des fois pas du tout. Que les twists étaient gagnés d'une façon stupide. Que les twists avaient beaucoup de lacunes sur comment les appliquer. Il n'y a pas eu une twist qui a comme resté après ça. Des fois, il y a eu, Battle of the Block, où ce que les joueurs pouvaient revenir. Mais encore là, c'est une twist qu'on est comme, ouais. C'était une twist qui avait été un peu implantée sous Shapiro quand il avait ramené Kaser pour donner un second souffle au Sovereign Six. Mais c'est une twist qui a été mal exploitée par Grundner par la suite dans ses arts réels. Donc, je pense que... Excusez-moi, je me suis étouffé. Je pense que, globalement, Grundner, son poste devrait être remis en question aujourd'hui. Malheureusement, je pense qu'on devrait regarder pour l'avenir et aller chercher quelqu'un d'autre pour prendre les rênes de Big Brother. Et c'est ce qui améliorerait le show. Je pense que ça améliorerait aussi la confiance que les gens, que les fans de Big Brother comme moi ont envers le show, parce que Grundner s'en va directement dans le mur. Et d'avoir scrappé un All-Star d'une façon aussi drastique que ça, d'avoir emmené une saison de merde comme ça, je pense que... Puis d'avoir tenu Mordicus à la faire cette saison-là, parce que elle aurait pu la sacrifier. C'est plate à dire, elle aurait pu dire finalement, regardez, ça donne pas. Ça donne pas, c'est plate, c'est comme ça. On va se reprendre l'été prochain ou faire une saison à l'hiver, comme ça l'a déjà été fait. Elle aurait pu essayer de faire ça. Malheureusement, elle l'a pas fait. Elle a pris la décision d'aller avec sa saison, avec les joueurs qu'elle avait, les joueurs de seconde zone qu'elle avait, principalement, parce qu'elle avait que quelques joueurs d'importance dans sa saison, très peu. On en parlait dans un des précédents vidéos. Je calculais qu'il y avait 4-5 joueurs qui vraiment avaient la qualité de peut-être faire partie du All-Star, mais la grande majorité non. Pour moi, des joueurs comme Cody, comme Memphis, ont pas d'affaires là. C'est plate à dire. C'est des seconds choix de très loin. David, c'est encore pire. Bailey avait pas d'affaires là non plus. C'est plate, c'est comme ça. C'est pas des joueurs assez importants. Et donc, d'avoir vu cette saison-là couler à pic, si elle avait réussi cette saison-là, que les joueurs de seconde se seraient tous entretués puis que ça aurait été magique, je vous dirais, ok, ben peut-être qu'elle avait raison, peut-être que de prendre des joueurs de seconde zone fait en sorte que la saison devient plus intéressante parce que tous les joueurs veulent plus pour gagner. Malheureusement, ça s'est pas avéré être ça. Et la saison a été très, 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 très ordinaire, voire... Moi, je considère que ça a été une des pires saisons qui a été faite de Big Brother, bien honnêtement. Et je pense que à l'heure actuelle, la faute s'en va sur Alison Grundner. Elle doit quitter, malheureusement pour elle. C'est un peu le même principe avec Star Wars, avec Kathleen Kennedy qui a pris les rênes de Star Wars. Il manque de vision. C'est plate, il manque de vision. C'est des choses comme ça. Puis Alison Grundner a pas la vision pour prendre en charge Big Brother comme elle l'a fait dans les dernières années. Les Big Brother n'arrêtent pas de couler, n'arrêtent pas de s'enfoncer. Et je pense que cette année devrait être une année de transition où on passe à quelqu'un d'autre, que Grundner s'en aille de ce show-là. Le problème est que j'ai l'impression que le show ne changera pas de dirigeant, mais va plutôt simplement être cancellé après une saison aussi désastreuse qui est censée être un All-Star, qui est censé être un show qui ramène de la vie au concept. Ça a été l'inverse. Ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils avaient réussi à faire lors de la saison 7, c'est-à-dire ramener le hype, ramener le plaisir aux téléspectateurs d'écouter le show. Ils ont juste pas réussi. Survivor a réussi avec Winners at War, mais Big Brother définitivement ont complètement échoué de ce côté-là. Donc j'espère que cet épisode-là
d'explication, parce que ça a été beaucoup de l'explication par rapport, un peu plus technique par rapport au show de Big Brother, vous a quand même plu. Et je vais essayer de faire quand même un épisode pour récapituler tout ce qui s'est passé dans la saison, un peu, bon, les points forts, les points faibles, mais moi, être franc, à l'heure actuelle, je ne vois aucun point fort. On va parler probablement du gagnant à ce moment-là, quand je vais faire mon prochain vidéo. Ça va être une vidéo d'après-show. Donc, juste récapituler un peu ce qui s'est passé. Et donc, d'ici là, je vous dis que je vous adore, qu'on se dit à la prochaine et de prendre soin de vous autres, c'est le plus important. Bye bye.